3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Philippe Fornier est à mes côtés en plateau, le directeur des gestions privées de BNP Paribas. Bonsoir et bienvenue Philippe. Bonsoir Grégoire. Hervé Gouletker nous accompagne en visioconférence, Senior Economic Advisor pour Accuracy. Bonjour et bienvenue Hervé, merci beaucoup d'être avec nous à distance. Et par téléphone, à distance également, Alain Dubrul, le directeur de la gestion de Claresco. Bonjour à vous Alain et merci beaucoup d'être avec nous. Alors bon, mon cœur balance parce qu'on a eu le chiffre d'inflation aux États-Unis, mais on vient d'avoir les chiffres de LVMH et en fait je crois qu'il faut mettre LVMH à la une. On parle de l'inflation depuis des mois et on va en dire un mot évidemment, mais quand même un premier commentaire sur la croissance. Alors LVMH nous dit bon début d'année. Il y a toujours un peu d'humilité dans la communication financière de LVMH. Philippe, on parle d'une croissance organique pour l'ensemble des ventes de LVMH de 30% sur un an. Et LVMH se compare évidemment par rapport au premier trimestre 2019, ce qui est la bonne manière de procéder effectivement. Par rapport au premier trimestre 2019, les ventes de LVMH sur le premier trimestre 2021 sont en progression de 8%. Quand on regarde la division mode et maroquinerie, LVMH, le flagship de LVMH, on est sur une croissance de 52% sur un an et de 37% par rapport au premier trimestre 2019. Alors ça montre déjà une chose, la résilience incroyable de cette entreprise. Le fait de sa structuration sous différentes marques, évidemment, qui permet cette résilience. Le déploiement international, alors même qu'on pourrait penser, on aurait pu penser qu'elle souffre magistralement de la pandémie, parce que c'est quand même un segment de marché qui est très haut de gamme, très particulier. Et pour autant, on a des résultats qui sont absolument remarquables. J'imagine et j'espère que les autres qui vont suivre seront de même acabit, peut-être pas. Mais en tout cas, ça confirme bien, évidemment, la prédominance de cette entreprise au niveau mondial. Ça confirme également le prix de cette entreprise. Je veux dire, quelque part, quand on délivre des résultats pareils, évidemment, le prix à payer pour obtenir ces résultats et donc obtenir les actions est très élevé. Mais je crois que c'est quand même une valeur vraiment qui est une valeur cœur de portefeuille quand on veut se jouer ce segment du luxe. Et là, on voit que même dans une crise de cette ampleur, le segment du luxe, dont on aurait pu craindre effectivement qu'il s'effondre, et il a montré sa force et sa résilience, parce qu'il y aura toujours des riches au niveau mondial, même dans les pires crises. Ouais, spectaculaire. Dans la lignée de LVMH, on aura les chiffres de L'Oréal également jeudi soir, mais c'est vrai qu'on a à peu près les mêmes moteurs. On n'est pas sur les mêmes segments de marché, mais on peut imaginer que la diversification géographique, notamment de ces groupes, leur permettra d'afficher des chiffres de croissance spectaculaires. Alain Dubrul, je poursuis avec vous sur le dossier LVMH et le signal que LVMH envoie. Je rappelle, c'est quand même la plus grosse capitalisation européenne, quasiment 300 milliards d'euros de market cap. Donc c'est quand même un signal fort qui est envoyé au marché, Alain. Oui, tout à fait. Alors ce qu'il faut bien rappeler aussi, c'est que LVMH donc, a une présence mondiale et une présence qui est de plus en plus, comme pour L'Oréal d'ailleurs, tirée par la Chine. Donc rappelons que le marché chinois l'année dernière, c'est au premier trimestre qu'il était particulièrement affecté. Donc là, quelque part, ça a un petit peu aidé la base de comparaison, puisque on sait que la Chine repart très fortement quasiment depuis l'été. Et puis, la deuxième chose, c'est que ces chiffres sont d'autant plus spectaculaires que LVMH s'est diversifié il y a une quinzaine d'années, également en aval, avec le travel retail, donc tous les duty free, etc. Et il faut rappeler que cette division, sur un an, elle est à moins 30. Et même sur un an, elle est à moins 5. Et sur versus 2019, oui, c'est ça. C'est ça. Donc en fait, les chiffres à plus 30 sont néanmoins, ces plus 30 intègrent une division qui reste encore à moins 5 et à moins 30 par rapport au plus 8. Donc ça veut dire que le rebond des divisions phares est quand même majeur, en particulier, effectivement, la partie maroquinerie et mode, qui est la partie la plus rentable, celle tirée par Vuitton, qui fait un petit peu le cœur de la valorisation de la société. Donc ça, c'est évidemment extrêmement encourageant pour ces perspectives-là. Ce qu'on peut dire plus généralement, d'ailleurs, avec LVMH, c'est que quand on regarde le marché, c'est aujourd'hui, on a un marché qui a bien rebondi, mais il y a un certain nombre d'entreprises où je pense qu'on ne présume pas encore l'ampleur du rebond qu'on va avoir dans les résultats. Et ça, c'est intéressant. Peut-être aussi pour compléter ce qui a été dit juste avant, on parle des gens riches, voire très riches. Ce qui est intéressant avec LVMH et également L'Oréal, en fait, c'est qu'une partie de la clientèle n'achète pas forcément des sacs à 5 ou 10 000 euros, mais plutôt un luxe qu'on pourrait dire d'abordable. Et qui, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles le succès est tel en Chine, c'est que ces sociétés adressent en fait la classe moyenne supérieure, qui est en très très grande expansion dans ce pays,
puisqu'aujourd'hui, on considère que, alors pour élevage, il y a probablement 50 à 100 millions de Chinois qui sont vraiment dans le cœur de cible, peut-être pour L'Oréal plutôt 200 millions, parce que ça vise plus bas. Mais l'effet d'enrichissement ou la montée en puissance de la classe moyenne au cours des 5-7 prochaines années, quand bien même la croissance de la Chine passerait de plus 6 à plus 4, elle est là et elle va véritablement se poursuivre. Et donc, en termes de perspective de croissance pour les groupes français de ce secteur, il n'y a pas un boulevard, mais il y a quand même de grande visibilité sur la capacité à se développer dans cette zone. Ouais. Et puis également dans les autres zones, ça a été dit, le côté diversification, le fait d'être sur un certain nombre de marques, d'être sur plusieurs marchés, ils ont une bonne présence aux États-Unis, en Europe bien sûr. Mais ce qui est important, par exemple, c'est que les touristes chinois, il n'est pas du tout certain qu'ils reviennent cette année en Europe. Eh bien, c'est pas grave, ils consomment sur place. Ouais. Effectivement, LVMH note dans ses commentaires que les États-Unis et l'Asie sont en forte croissance. L'Europe reste en recul avec évidemment des contraintes sanitaires qui sont encore importantes. Et puis l'arrêt du tourisme également. Ce qui est spectaculaire, quand on compare par rapport à 2019, mode et maroquinerie, c'est plus 37%. Louis Vuitton, notamment, progresse de 30% peut-être par rapport au premier trimestre 2019. Oui, moi ce que je veux dire par rapport à ce que disait Alain, c'est que peut-être en Asie, on a aussi un autre phénomène, c'est que effectivement ça s'est réouvert bien avant. Il y a eu aussi un phénomène d'amassement d'épargne pour les ménages aisés également. Il y a aussi certainement une espèce de libération vers la consommation. Et pour ces ménages-là, comme ça a été dit très justement précédemment, ces ménages-là se précipitent sur des produits de luxe à l'achat. Et je pense qu'on a aussi un engouement retrouvé parce qu'il y a quelque part eu beaucoup d'épargne qui était disponible et on a peut-être acheté encore un peu plus que ce qu'on achète traditionnellement dans ce cas de figure. Bon, eh bien justement, de l'épargne à l'appétit de consommation, venons-en à parler d'inflation. Hervé Goulet-Kerr, ça nous amènera à parler du pricing power des entreprises également. C'est pas un vrai sujet pour LVMH. Ils ont au contraire un pricing power très important. Hervé, l'autre gros chiffre du jour, c'était le chiffre d'inflation, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de mars. Il y a plusieurs manières de le lire, de le regarder, mais c'est vrai que le chiffre est d'ailleurs un peu au-delà de ce que le consensus pouvait prévoir. On est sur une progression en rythme annuel de 2,6% pour l'inflation globale aux États-Unis. Et si on enlève les éléments volatiles, les prix de l'énergie notamment ou de l'alimentaire, on est sur une inflation cœur, comme on l'appelle, qui progresse de 1,6% sur un an. Au-delà de ces chiffres, quels sont les enseignements qu'on peut retirer de ce rapport, Hervé ? Je pense que sur les prix à la consommation, je dirais, à part les effets base, à part les changements de pondération, force est de reconnaître qu'on ne voit pas grand-chose, ou au moins pas grand-chose de très inquiétant. Je pense que si on regarde la psychologie du marché par rapport au prix, ce qu'il faut dire, c'est que le marché a été mis en alerte par vraiment l'amont de la chaîne de transformation et de distribution. C'est à ce niveau-là qu'on a vu les prix des matières premières. C'est à ce niveau-là que dans les enquêtes de conjoncture, on a vu une alerte par les directeurs d'achat qui nous disaient que les prix à l'entrée croissaient rapidement. Là, on est complètement à la sortie, on est à l'aval du système. Et je dirais que la perte en ligne du passage de l'amont à l'aval est terrible. Les ordres de grandeur que j'ai en tête, c'est que vous pouvez prendre 80% de hausse du prix des matières premières, ça vous fera du 5% sur les prix à la production et ça vous fera quasiment rien sur les prix à la consommation. Donc en fait, ce mécanisme de perte en ligne est quand même très important. Donc pour le moment, on ne voit pas grand-chose. Je pense qu'il faut être attentif aujourd'hui à deux choses. D'abord à la formation des coûts et deuxièmement au comportement des ménages. On en a parlé pour LVMH. La formation des coûts, en fait, dans les économies européennes, américaines, c'est moins une affaire de matières premières qu'une affaire de coûts salariaux. Donc l'évolution des salaires, l'évolution de la productivité. Je dirais, tant qu'on n'a pas de vraie tension sur le marché du travail, on devrait plutôt être tranquille de ce côté-là. Après, le comportement des ménages, est-ce qu'on peut dire que jusqu'à maintenant, on a vu un appétit très fort pour la dépense ? Ce qu'il faut dire, c'est qu'en termes de confiance,
Là où les entreprises ont enregistré un vrai rebond de leur confiance, les ménages sont plutôt en retard. Donc pour le moment, ils font preuve de plus de prudence. C'est le premier point. Le deuxième point à noter, c'est que oui, on l'a dit, ils ont accumulé beaucoup d'épargne. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette épargne? Ça, c'est une vraie question. Moi, j'ai l'impression que le message envoyé au moins par l'histoire, alors c'est vrai que l'histoire actuelle se passe dans des moments assez différents des épidémies passées, mais une épidémie, c'est quand même un élément qui pousse à l'inquiétude, qui pousse à garder des niveaux d'épargne relativement élevés. Donc oui, une partie de l'épargne actuelle va repartir vers la consommation, c'est clair, mais de là à dire qu'on aura une fringale de dépenses aussi marquée demain que ce que l'on a pu avoir avant, moi, ce n'est pas l'hypothèse que je ferais. Une fois que j'ai dit tout ça, oui, il y a de l'inflation en amont. Le fait que durablement on la retrouve sur l'aval, c'est-à-dire sur la consommation des ménages, ce n'est pas l'hypothèse que je privilégierais. Sur la dynamique et le comportement des ménages, Hervé, est-ce qu'il faut ajouter dans l'équation désormais la perspective de remontée de taxes aux États-Unis pour les entreprises bien sûr, mais peut-être également pour certaines catégories de ménages? Est-ce que ça peut là aussi peser sur le comportement et inciter à thésauriser encore un peu plus? Alors, je pense que du côté de la fiscalité, qu'il s'agisse de grandes entreprises qui souvent ont des taux d'impôt optimisés, qu'il s'agisse de ménages aisés, on change d'époque. On change d'époque, c'est-à-dire que dans ces moments plus compliqués, dans ces moments où l'accent est mis sur la nécessité de réussir à intégrer davantage de monde au sein de l'économie, au sein du marché du travail, et tout ça va demander des efforts collectifs, et ces efforts collectifs vont être portés donc par ces grosses entreprises, par ces ménages aisés. Oui, aux États-Unis, il y aura des hausses de taxes parce que il y a des degrés de liberté pour le faire. Hein. Les niveaux de prélèvement sont relativement bas, et c'est pour ça que lorsque l'on regarde la politique de relance américaine, hein, il y a eu le moment du soutien, là on entre dans un moment de relance. Il faut bien voir que les gros chiffres, le plan d'infrastructure, 2200 milliards, eh bien, sont quand même un peu neutralisés par le fait que ça va être financé par des revenus fiscaux que l'on va trouver donc dans ces deux poches. Et oui, ça aura un impact sur la croissance. C'est pour ça que au-delà du fait que ce plan d'infrastructure finalement se décline sur longue période et en fait ne va pas au-delà de 1 point de produit intérieur par an, ça ne veut pas dire que ça sera un surcroît de croissance direct parce qu'il faudra le financer. Donc cette espèce de vision euphorique qu'on peut avoir aujourd'hui parce que sur 2 ou 3 trimestres, on va avoir des chiffres de croissance très très forts, aux États-Unis d'abord et sans doute en Europe ensuite, il ne faut pas trop extrapoler. Après, on va rentrer, je dirais, sur un rythme de croisière dont on ne sait pas grand-chose aujourd'hui, mais par exemple, dans le cas américain, on va sans doute faire d'un trimestre à l'autre, en rythme annuel, autour de 10 points de croissance au 2e trimestre, peut-être un niveau comparable, un peu inférieur au 3e trimestre. Évidemment, on ne peut pas extrapoler cela. Bon, Philippe Forny, vos commentaires, vos réactions. Encore une fois, le sujet clé, c'est l'inflation, la persistance ou non d'une inflation plus élevée. On sait que les chiffres devant nous vont être importants. Intéressant de noter que le marché semble avoir déjà bien digéré cette idée-là. Oui, alors nous, on est les tenants aussi du prurite d'inflation, c'est-à-dire la montée un peu brutale peut-être, et dans les chiffres qu'on va avoir sur ces prochains mois, et puis ensuite, dans un deuxième temps, des choses qui se calment. On l'a évoqué tout à l'heure, parce qu'effectivement, un des facteurs clés pour les États-Unis, notamment, c'est la capacité à trouver un emploi. Et il y a encore un stock aujourd'hui résiduel de 8 millions d'emplois qui manquent par rapport à la situation qui prévalait avant la crise du Covid, et qui vont devoir évidemment être comblés. Alors évidemment, ça peut aller relativement vite, puisqu'on voit que ça peut être un pas de 900 000
emplois de création comme le mois précédent. Mais encore une fois, au départ, ça va vite et après, ça va un peu moins vite. Et si vous croisez ça avec le taux de participation qui est assez faible, évidemment, on voit que ce réservoir, il reste quand même très présent. Et ça, c'est un facteur qui appuie à la baisse sur l'inflation, comme l'a dit Hervé à l'instant. Donc nous, on est assez partisans de cette vision-là. Alors après, sur les comportements des ménages par rapport à l'épargne en général, il est évident qu'il y a une part qui repartira vers la consommation, mais je pense que les ménages ont aussi en tête qu'il va y avoir une part pour l'impôt. Oui. Alors, pour l'impôt, il y a deux attitudes possibles. Soit il y a ceux qui vont thésauriser en disant je vais conserver parce que de toute façon je devrais payer. Puis il y a ceux qui un peu fuient en avant, je vais consommer tout de suite et puis après on verra bien ce que je fais. Bon, je pense qu'on peut avoir un croisement de ces deux attitudes qui sont des comportements très humains et assez classiques quand on regarde les statistiques. Et évidemment, on va avoir un volume d'épargne qui va rester certainement plus important que ce qu'il était avant cette crise, mais qui aura tendance à diminuer avec le temps, bien évidemment, parce que les gens vont revenir un peu vers la normale. Bon, on aura les ventes au détail du mois de mars après-demain aux États-Unis. Là aussi, ce sera intéressant. Le mois de février avait été un peu compliqué avec des phénomènes météo, notamment des coupures d'électricité au Texas. Il faut s'en souvenir. Et donc, le mois de mars devrait montrer peut-être là aussi un rebond important de la consommation aux États-Unis, avec en plus une dynamique de réouverture qui progresse. À ce sujet, Alain Dubrul, comment vous regardez la situation sanitaire ? On en parle beaucoup moins. On en parlait quotidiennement sur les marchés. On en parle beaucoup moins parce que c'est vrai que le risque sanitaire est quand même beaucoup moins significatif qu'avant avec l'arrivée des vaccins, mais on a quand même encore des situations très, très divergentes, avec des situations hors de contrôle, je dirais, dans certains gros pays émergents. Je pense au Brésil, bien sûr, l'Inde également. Des situations à peu près stabilisées, je pense à l'Europe, et puis des situations qui continuent de s'améliorer. On le voit notamment dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Il faut noter qu'aujourd'hui, après AstraZeneca, c'est Johnson & Johnson qui met son vaccin en pause, le temps d'étudier certains effets secondaires potentiels liés à la vaccination. Comment vous regardez le sujet sanitaire à ce stade, Alain ? Alors, ce qu'on regarde, c'est d'abord le point évident et positif, c'est que la vaccination progresse. Donc ça, c'est quand même un très bon point, évidemment. Après, c'est vrai que la hiérarchie des pays qui s'en sortent bien varie un petit peu, parce qu'il y a ceux qui ont été touchés au tout début, comme la Chine, et qui finalement s'en est vite sortis. Et puis ensuite, on avait l'Allemagne qui n'avait jamais confiné et qui, là, ils ont un confinement très dur et qui se prolonge un peu plus longtemps. Il est encore prolongé de 3 semaines. Et puis, par effet de ricochet, quelque part, maintenant que le vrai axe, c'est la vaccination. Il n'y a aucun doute, même si certains vaccins sont un petit peu moins efficaces, etc. Il y en a qui fonctionnent. On voit bien que les pays qui ont le plus vacciné sont ceux qui ont les meilleurs scores sanitaires. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, aux États-Unis ou en Angleterre, ils sont très avancés sur cette étape-là. Qu'en Europe, en effet, c'est un peu moins... On a du retard, mais on voit bien que ça avance. Et là où, effectivement, il faudrait souligner, c'est un certain nombre de pays émergents qui sont très en retard, qui vont parfois même pas commencer. Et là, il y a quand même une question à se poser, parce que quand les pays développés seront globalement repartis, ces pays-là vont rester un petit peu à la traîne. Alors certes, ils ont des populations beaucoup plus jeunes, donc l'impact démographique est moindre, mais ça veut par exemple dire que ils auront des barrières, des mesures sanitaires qui vont être plus contraignantes que chez nous plus longtemps. Et puis ça veut dire aussi qu'on pourra difficilement aller voyager dans ces pays-là. Donc je dirais attention aux pays émergents parce que ça va prendre plus de temps. Et puis également, en corollaire pour nos pays, ça veut dire peut-être donc une reprise un peu moins forte là-bas. Et puis peut-être ce que j'appellerais le grand tourisme international. Par exemple, les Chinois, ils ont très peu aujourd'hui de cas chez eux, mais là, une assez faible proportion de la population est vaccinée. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas laisser les touristes chinois en Europe, on ne va pas les revoir avant, plutôt l'année prochaine. Donc pour un certain nombre de chaînes hôtelières qui sont habituées à recevoir des voyageurs transatlantiques ou lointains, je dirais la reprise n'est peut-être pas encore pour tout de suite. Donc c'est un petit peu les deux bémols que je mettrais. Sans parler évidemment de certains docteurs Knock qui vous affirment qu'on ne lâchera pas les gestes barrières tant que 90% des gens ne seront pas vaccinés. Ouais, ça me paraît un peu excessif, mais il faut voir que ce n'est pas parce qu'il y a moins de contamination que la pression va se relâcher aussi vite. Petit exemple, par exemple en Angleterre, donc les pubs sont réouverts à partir, je crois, d'aujourd'hui, mais c'est uniquement en terrasse. Ce n'est pas avant fin mai qu'ils pourront être en in-store. Et c'est un pays qui a 1 ou 2 mois d'avance par rapport à nous. Donc, soyons quand même prudents sur la vitesse à laquelle un certain nombre de choses vont se débloquer.
Philippe? Oui, moi, Fanny je voudrais juste compléter ce qui a été dit, Bien parce sûr. que je pense que le sujet, c'est quand même, sur ce plan de la vaccination, c'est quand même la situation en Asie et principalement en Chine. Ouais. Parce qu'effectivement, la vaccination est très peu usitée, très peu développée à l'échelle de ces pays, et notamment en Chine, mais pas qu'en Chine, au Japon également. Les autorités chinoises ont même admis que l'efficacité d'ailleurs du vaccin chinois était peut-être pas aussi forte que ce qu'on Absolument. pouvait Et d'ailleurs, attendre le test au a été départ. fait sur le marché brésilien, par exemple, et visiblement, ça ne combat pas suffisamment le variant brésilien. Donc, on voit bien qu'il y a quand même quelques difficultés. Or, tous nos scénarios s'appuient quand même principalement sur, on va dire, le redémarrage de trois pôles principaux que sont les États-Unis, l'Europe et l'Asie, et notamment la Chine. Puisque la Chine continuera de fournir, évidemment, peut-être moins comme usine du monde, mais va continuer de fournir un certain nombre de choses. Donc si on avait recrudescence, la Chine peut prendre, elle a démontré, des mesures très radicales pour stopper l'épidémie. Pas de la vaccination, mais des mesures radicales. Mais on voit bien que si, effectivement, ça redémarrait en Asie, et notamment en Chine, on aurait quand même notre scénario qui serait un peu ébranlé. Ah oui, ce serait un contre-pied total par rapport à ce qu'on imagine aujourd'hui. Le risque n'est pas avéré ni patent, c'est sûr, mais je pense qu'il faut quand même garder ça à l'esprit, parce qu'on n'est pas du tout sur ce niveau de vaccination en Chine, parce qu'on a vacciné quelques dizaines de millions de personnes, c'est tout. Sur une population qui fait 1,5 milliard de personnes, presque 2 milliards maintenant, c'est évidemment pas beaucoup. Hervé Goulet-Kerch, parce que la situation sanitaire vous inspire. C'est vrai que finalement, les pays qui en sont sortis le plus vite, la Chine en l'occurrence, sont les pays qui sont aujourd'hui peut-être les plus en retard aussi en termes de déploiement de leur vaccination. Est-ce que c'est un risque qu'il faut à nouveau prendre en compte quand on est investisseur? Écoutez, je pense que l'épidémie nous surprendra sous une forme ou sous une autre demain. Est-ce que ça sera les variants? Est-ce que ce sera le pourcentage de population qu'il faut vacciner pour qu'on ait vraiment une immunité collective? Moi, j'aurais envie de dire que plus il y a de nouveaux variants, plus vraisemblablement il faudra aller vers des taux d'immunité collective importants. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est deux choses. Sur les implications économiques. La première, c'est que, et ça on le voit bien aux États-Unis, on le voit bien en Europe, c'est que malgré les contraintes mises à la mobilité du fait de la lutte contre l'épidémie, eh bien, on arrive à faire que l'économie fonctionne mieux. Donc il y a un phénomène d'apprentissage par rapport à la contrainte liée à l'épidémie. Ça, c'est le bon côté des choses. Le moins bon côté des choses, et en fait, c'est dans cette notion de divergence. On le voit face à l'épidémie entre les pays, mais on le voit en termes économiques aussi entre les pays. On le voit au niveau sectoriel, on le voit au niveau des entreprises et on le voit au niveau des ménages. Prenons les ménages. Les ménages qui ont des qualifications élevées s'en sortent bien. Ceux qui ont des qualifications plus faibles ne s'en sortent pas. Et en fait, dans le pilotage de l'économie, il va falloir que l'on arrive à recréer de la convergence pour être certain que finalement on entre bien dans une logique de normalisation. Mais gardons à l'esprit que cette divergence, à ces différents niveaux, elle a quand même été très forte et que remettre tout ça en ordre, c'est pas simple à faire. Revenons peut-être à l'actualité des entreprises avec la saison de publication de résultats trimestriels qui débute. Alain Dubrul, on a évoqué le dossier LVMH qui donne le coup d'envoi des publications, alors de chiffre d'affaires en l'occurrence pour les grands groupes français et européens. Demain, on a les résultats des banques américaines qui vont donner le coup d'envoi de cette saison. Qu'est-ce que vous en attendez, Alain? Quels sont les secteurs peut-être particuliers que vous allez avoir envie de regarder après des parcours boursiers qui ont été exceptionnels à tout niveau, que ce soit les valeurs défensives de croissance qui tiennent quand même plutôt bien, LVMH, L'Oréal sont des titres au plus haut historique au moment où on se parle, ou des secteurs qui ont connu des rattrapages très violents, des secteurs beaucoup plus cycliques qui se sont mis à anticiper peut-être là aussi des réouvertures, une reprise de la demande. Quels sont les secteurs particuliers qui vont vous intéresser, Alain ? En termes de résultats, on regarde un peu tout de toute façon, mais je dirais, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans des secteurs, je dirais, de valeur de qualité, on a eu cette semaine Téléperformance qui avait déjà eu de très bons résultats l'année dernière. Rappelons que c'est une société qui a une croissance à entre 8 et 10% par an depuis à peu près 8 ans, avec en plus d'acquisitions, etc. Et là,
c'est une société donc, qui historiquement faisait beaucoup de centres d'appel et on aurait pu craindre qu'avec le Covid, les gens soient obligés de rester chez eux et que le business s'effondre. En fait, c'est tout à fait l'inverse qui s'est passé. C'est qu'ils ont été parfaitement capables de faire travailler les gens de chez eux et ils ont bénéficié en fait de ce monde où tout se fait à distance. Et là, au premier trimestre, ils sortent un chiffre d'affaires à plus 36%, ce qui est phénoménal. Alors certes, c'est un peu ces gens c'est à eux que les États sous-traitent le fait de rappeler les gens pour se faire vacciner, par exemple. Ouais. Donc on comprend que ça accélère ponctuellement l'activité, mais le plus 36 n'est pas que lié à ça, il est spectaculaire. Le titre, bon certes, il est monté avant, mais il a monté de 4% sur l'annonce, et finalement, il s'est à peu près tassé. Pourquoi ? Parce que la boîte est exceptionnelle, extraordinaire. D'ailleurs, c'est intéressant de voir ce que va faire LVMH demain, mais ça fait partie des secteurs qualité, si on peut dire, qui sont quelque part, je ne dirais pas délaissés, mais qui sont, où on sait que c'est bien, et pour l'instant, la hausse ne peut être alimentée que par de très bons résultats. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si ces groupes-là, qui ont ce statut de valeur de qualité défensive, fonds de portefeuille, même s'ils ont des publications au-delà des attentes, c'est pas évident que boursièrement, il y a encore beaucoup à faire sur ces titres-là. Disons que si, évidemment, ils vont monter. Les performances, c'est à plus de 10% de hausse depuis le début de l'année, mais je dirais que la hausse ne va pas être cosmique parce qu'on sait déjà que c'est des bons groupes et que depuis novembre, en gros, depuis la confirmation que les vaccins vont être la solution, on a un mouvement de rotation sectorielle qui délaisse un peu les valeurs de qualité et qui va chercher les valeurs plutôt cycliques ou certains diront value pour leur capacité à rebondir. Par exemple, ça serait intéressant de voir les résultats de sociétés comme ArcelorMittal, où on note depuis 6 mois une forte augmentation des prix du minerai de fer, puis du métal transformé. Et c'est un groupe qui augmente, Arcelor, ils augmentent leur prix quasiment tous les 15 jours. Et donc, il y a une demande très importante. Et donc, effectivement, dans des groupes comme cela, les cours de bourse commencent à s'envoler, mais en tout cas, anticipent une reprise cyclique très forte. Et donc là, ça va être intéressant de voir dans quelle mesure cette accélération se traduit dans les chiffres d'affaires et dans les résultats. Je pense en effet qu'il y a moyen d'avoir un très fort rebond de résultats, mais là, ça va être un peu le reality check. Est-ce que les résultats sont au rendez-vous ? Et pour les valeurs cycliques, ça, c'est essentiel. Bon. Et donc là, le premier trimestre va être intéressant pour ça. Ah ouais. Philippe Fornier, effectivement, le moment de vérité, comme tous les 3 mois, mais c'est vrai que dans la situation actuelle, ça va être un moment important. Encore une fois, je le rappelle, tout a payé depuis 1 an. C'est-à-dire à la fois les valeurs stay at home, défensive, qualité dans un premier temps. Un peu un tour de rôle. Et puis ensuite, voilà, c'est ça, tout le rattrapage. Mais en fait, sur 1 an, on fait à peu près les mêmes performances si on a fait de la tech ou si on a fait des matières premières et de l'automobile, par exemple. Donc on arrive à un moment où on peut se poser des questions aussi légitimement. Non, après, je pense qu'il faut suivre le fil de l'histoire, c'est-à-dire le fil de l'histoire à laquelle on croit, évidemment. L'histoire qu'on est en train de déployer, c'est une histoire de reprise économique dans différentes zones au niveau mondial. Le FMI annonce une croissance de 6%, qu'il a revu à la hausse. Donc ça veut dire que si on suit ce fil-là, évidemment, ça va s'activer avec des temps différents selon les pays et selon les zones. Mais si on regarde, par exemple, les situations des pays développés, fort logiquement, on va activer progressivement tout ce qui concourt au cycle de production. Donc ça a commencé évidemment par la base, les matières premières. Après, vous avez la transformation de ces matières premières. À l'instant, on parlait des métaux, effectivement, avec Arcelor. C'est exactement l'illustration. Et on remonte cette chaîne-là. Et en fait, quand on investit dans nos portefeuilles, c'est un peu cette logique-là qu'on déploie. C'est-à-dire, quand on dit qu'on va travailler sur des valeurs cycliques, alors on ne fait pas que des valeurs cycliques, mais c'est vrai qu'on a une grosse composante cyclique aujourd'hui. Et on essaye d'ajuster tout ça. Et on remonte cette chaîne, on va dire, presque jusqu'au consommateur maintenant. C'est-à-dire à la capacité que demain le consommateur va avoir de dépenser plus d'argent sur des biens, sur des services, etc. Et c'est un peu comme ça qu'on construit le portefeuille. Alors, on a été évidemment à une époque plutôt valeur de croissance, parce que c'était quand même ce qu'il fallait avoir. Aujourd'hui, et notamment je parle de la mégatech américaine, on trouve que c'est quand même cher. Et on trouve que si on veut jouer, par exemple, le secteur technologique, entre guillemets, on préférait s'intéresser à quelque chose de plus transversal, comme les semi-conducteurs, et travailler sur le segment des semi-conducteurs et les entreprises qui les produisent, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a des ruptures dans la chaîne de production. Et d'ailleurs, quand on parle de la croissance et des résultats des entreprises de demain, je pense qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là. C'est-à-dire l'aspect de la chaîne logistique et des ruptures qu'on peut avoir dans cette chaîne, parce qu'aujourd'hui, il y a une demande excessivement forte pour un grand nombre de choses et partout dans le monde simultanément. Et le bout du compte, c'est qu'il manque
des pièces. Donc secteur par secteur et même entreprise par entreprise, il va falloir faire attention à ces phénomènes de tension d'approvisionnement qui peuvent provoquer des trous d'activité pour certaines entreprises. Et là, c'est là où les analystes, évidemment, sont très importants, parce que de savoir détecter dans une entreprise la faiblesse qu'on peut avoir sur la chaîne logistique, parce que cette chaîne est trop étendue ou parce qu'il y a des stocks qui sont trop bas, évidemment, ça va avoir un prix sur la projection qu'on imagine du cours de bourse de cette entreprise. Donc là, on va devoir regarder donc 2 choses, si je résume, 3 choses on va regarder. On va regarder d'abord les résultats, bien évidemment. On va écouter les guidance, c'est-à-dire les annonces perspectives, prospectives que donnent les chefs d'entreprise. Je rappelle que l'année dernière, ils ne faisaient plus aucun pronostic, d'accord ? Et on va essayer d'analyser un peu plus finement également cette dimension un peu plus logistique qui pourrait faire qu'on pourrait avoir une lecture favorable de certaines entreprises, mais qu'à la dimension, à la lecture de cette dimension logistique qui serait un peu biaisée ou cassée, on pourrait avoir une lecture contrariante. Vous parliez des semi-conducteurs. On pensait que ça allait durer 1 mois ou 2. Je vois Renault, par exemple, aujourd'hui, mais je cite Renault parce que c'est la communication du jour, qui envisage de laisser fermer en partie sa production en Espagne, c'est une usine espagnole, jusqu'à peut-être le mois de septembre. Oui, mais je pense que ça va être... Les semi-conducteurs, c'est très emblématique parce qu'effectivement, c'est Taïwan, et puis on voit que ça a été compliqué de réorienter la production vers ce qu'on demande aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas de ce qu'on demandait il y a 1 an en arrière. Il y a 1 an, à Taïwan, on produisait des semi-conducteurs pour les téléphones et pour les ordinateurs exclusivement, et plus pour l'automobile. Aujourd'hui, l'automobile redémarre, elle en a besoin. Je pense que c'est très illustratif de la situation dans laquelle se trouvent les entreprises. Alors, j'imagine que LVMH ne va pas manquer de cuir tout de suite, mais quand on est dans l'industrie, je pense qu'on peut avoir des pièces, même des pièces de petite taille qui manquent et qui vous bloquent le cycle. Donc cette analyse complémentaire sur la capacité de stockage et d'avoir ce qui est nécessaire à la production va être absolument essentielle pour pouvoir voir la suite de la progression des cours. Hervé Goulet-Kerl, est-ce qu'on est sur des phénomènes, ça fait un moment qu'on le décrit, les tensions sur l'approvisionnement qui sont en train de se multiplier, parce qu'effectivement, on parlait beaucoup des semi-conducteurs, mais les exemples se multiplient dans différentes industries et différents secteurs. Est-ce qu'on parle là de tensions qui vont avoir un impact macro négatif sur la dynamique de reprise, alors que la demande n'est pas encore complètement réouverte partout dans le monde. Aujourd'hui, on observe déjà quand même des niveaux de tension qui sont très importants. Oui, je crois qu'il y a 3 phénomènes en fait qui apparaissent. Il y a d'abord les limites du just-in-time, donc en fait des stocks très bas et puis des approvisionnements suffisamment bien huilés pour que les pièces arrivent sur les lieux de transformation extrêmement vite. Aujourd'hui, cette approche, elle est remise en cause à un double niveau, ponctuellement, je dirais, parce que avec la crise épidémique, on a eu un arrêt brutal d'activité. On a des redémarrages qui, dans certains secteurs, se font de façon extrêmement brutale et donc il faut être capable de réapprovisionner et on voit que le just-in-time est un peu remis en cause. Donc c'est le deuxième point. Il y a une dynamique de court terme qui s'oppose un peu à l'organisation efficace qu'on avait mis en place lorsqu'on est plutôt sur des régimes de croisière. Et le troisième élément, c'est le géopolitique qui vient se mêler de tout cela. La Chine, usine du monde, les approvisionnements qui viennent de là-bas, voire des mécanismes de concentration sur les microprocesseurs à Taïwan, en Corée. On voit que mettre tous ces œufs dans le même panier, finalement, dans un environnement compliqué économiquement, mais compliqué aussi politiquement, c'est quelque chose de dangereux. Et je pense que dans les difficultés que l'on voit aujourd'hui, il y a aussi les entreprises qui cherchent à diversifier leur approvisionnement. Le mécanisme est lancé et donc, lorsqu'on change, évidemment, c'est pas toujours au point. Moi, j'ai l'impression qu'au final, on aura des palettes d'approvisionnement plus larges que ce que l'on avait au cours des années passées, et on aura sur les lieux de transformation des niveaux de stock plus élevés, et ça c'est un renchérissement des coûts, et je pense que dans les résultats qui vont tomber à partir de maintenant, oui, évidemment, il y a les guidance. Qu'est-ce que les entreprises vont nous dire sur comment elles voient demain? Et demain, ce n'est pas simplement les 2 prochains trimestres, c'est au-delà de cela, finalement, quel atterrissage, sur quel rythme de croisière pensent-elles qu'elles
qu'elles vont atterrir. Et puis l'élément, c'est qu'il y a des hausses de coûts tout en amont. Pour le moment, au niveau de l'aval, on l'a dit, les prix restent plutôt sages. Est-ce que le pricing power, la capacité à faire passer ces hausses de coûts est réelle ou pas? Parce que ça aura un impact sur leurs profits. Ouais, très très clair, cette saison de résultats va être riche d'enseignements sur plusieurs plans et ça a commencé ce soir avec les ventes trimestrielles de LVMH et demain les banques américaines. Pendant plusieurs semaines, le marché sera rythmé par ces publications de résultats du premier trimestre. Il nous reste 3 minutes, petit tour de table sur ce qui sera l'événement demain, l'introduction en bourse de Coinbase. Ben oui, 56 millions de clients aujourd'hui, on attend une valorisation de 100 milliards de dollars, donc c'est un des pure players, une plateforme, la première au monde, qui permet de traiter les crypto-monnaies, les crypto-actifs. 100 milliards de dollars, ça vaut plus que n'importe quel opérateur boursier coté, il y en a plusieurs, Euronext, l'Intercontinental Exchange ou encore le CME de Chicago, tout cela pèse moins que Coinbase demain. 100 milliards de dollars, c'est aussi par exemple la market cap de Goldman Sachs, si on compare, alors Coinbase n'est pas une banque évidemment, mais si on compare Coinbase à des acteurs du secteur financier. Vous voulez dire l'ancienne économie, la nouvelle économie? Je fais confiance à Goldman Sachs pour savoir gérer le virage vers les cryptos. Je pense que d'ailleurs ça fait peut-être partie des grandes banques de Wall Street qui donnent déjà accès à leurs clients à travers des trading desks à ce nouvel univers qui pèse aujourd'hui 2000 milliards de dollars. Non, je crois qu'on est dans une phase de changement très important sur cette dimension des crypto-monnaies. Ouais. Clairement, jusqu'à présent, ça a été un peu anecdotique et un peu branché, on va dire, pour certains. Aujourd'hui, on a quand même une diffusion qui s'ouvre un peu. Alors, ça ne veut pas dire que tout ça est un long fleuve tranquille, parce que clairement, il n'y a pas de régulation autour de tout ça. Il peut y avoir des chocs extrêmement violents, et ça a déjà été le cas. Après, il y en a qui émergent, il y en a qui émergeront moins. C'est déjà le cas également. Après, on a des sociétés dont le business principal, c'est de traiter. Et Coinbase, c'est l'illustration typique. Et évidemment, c'est quelque chose qui est dans la tendance de marché, très à la mode, et donc la valorisation a toutes les chances de s'envoler. D'autant qu'on ne part pas d'un fonds de commerce, comme vous l'avez rappelé, de zéro. Il y a 56 millions de clients. Oui. C'est déjà une entreprise de très grande taille. Ils sont rentables, hein. Ils sont rentables. Ils sont rentables. 900 millions de après, je dirais, la question posée derrière, c'est tout l'attrait et toute la projection qu'on peut faire autour des crypto-monnaies. On voit que des entreprises comme Tesla acceptent qu'on paye des voitures en crypto-monnaie. On voit quand même qu'il y a une diffusion très progressive de tout ça. Mais est-ce que tout ça peut vivre vraiment en parallèle sur une diffusion large des monnaies traditionnelles? Je pense que c'est la vraie question. Est-ce que des gens accepteront un jour d'être payés en Bitcoin avec les risques de volatilité associés et de non-régulation du Bitcoin? C'est la vraie question. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur une monnaie parallèle qui est certainement très intéressante. 62 500 $ le cours quand même. Donc c'est quand même très impressionnant pour ceux qui l'ont acheté au départ. Ouais. Alain Dubrul, pour conclure avec vous sur l'introduction en bourse de Coinbase demain, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je reste assez dubitatif. D'abord parce que les crypto-monnaies, pour fonctionner, elles fonctionnent avec la blockchain. Donc, il y a tout un système de minage qui fait que des gens s'échinent pour essayer d'obtenir les monnaies supplémentaires. Mais en réalité, ça rend le coût de la transaction finalement assez élevé. D'ailleurs, jusqu'à une époque récente, quand on voulait acheter des bitcoins, il fallait aussi passer par les plateformes d'échange qui prenaient des commissions qui n'étaient pas nulles, en fait. Donc, comme la Fed l'a souligné, ça va être difficile que ces monnaies se substituent complètement aux monnaies principales, tout simplement, au-delà de l'attrait que les gens ont pour elles, tout simplement par leur coût. C'est leur coût de gestion, certes, est très sécurisé avec la blockchain et de surcroît anonyme, ce qui impose des points de vue réglementaires, mais je dirais tout simplement d'un point de vue coût, ça serait trop coûteux d'acheter sa baguette avec des bitcoins, compte tenu du coût de processing de l'activité. Alors effectivement, si c'est pour des gens qui veulent avoir de l'épargne sur des montants importants, un bitcoin c'est aux 60 000 $ en fait tout, donc épargne de précaution, que les frais de transaction puissent être absorbés, donc pour avoir une épargne un petit peu cryptée ou anonyme ou transférable ou whatever, je veux bien imaginer, même si je n'approuve pas. En revanche, pour un instrument d'échange quotidien, je pense que ça a peu de chances de s'imposer. Bon. On suivra en tout cas l'introduction en bourse de Coinbase évidemment demain sur le Nasdaq. C'est un direct listing d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a pas d'augmentation de capital. On vend les actions qui sont déjà existantes pour s'introduire directement au Nasdaq. Et on parle d'une valorisation qui pourrait atteindre dans les premiers échanges les 100 milliards de dollars. Merci à vous trois. Merci messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché dans Smart Bourse ce soir. Alain Dubrul qui est avec nous par téléphone, directeur de la gestion de Claresco. Hervé Goulet-Quer en visioconférence, Senior Economic Advisor chez Accuracy. Et Philippe Forny. Merci à vous Philippe d'avoir été en plateau, le directeur des gestions privées de BNP Paribas.